Bonjour à vous! Alors, cette semaine, on commence le module 3, donc les forces dans les réduits. Bon, j'avais marqué vecteur sous les A, donc du 20 avril au 24 avril, du 27 avril au 1er mai, j'avais marqué vecteur. Alors, tout simplement, en fait, du 20 avril au 24 avril, on va faire la première partie de ce module-là. Donc, on va aller finir jusqu'à on va faire jusqu'à la conservation de la hauteur de charge. Donc jusqu'au point, on fait tout le point 3.1 cette semaine. Jeudi, on va regarder cette notion-là. Donc c'est vraiment des notions qui sont un peu plus sur le débit et sur la notion d'énergie pour commencer. Et puis c'est jeudi, on regardera tout simplement. Je vous rappelle que jeudi matin, on a des activités sous Teams, donc ça va porter sur ces notions-là. Ça va être porté vraiment sur la notion d'énergie et de débit. Derrière, on pourra revenir sur si vous avez des questions de thermodynamique, etc. C'est le bon moment pour revenir un petit peu aussi sur la fin du module 2 qui portait sur l'énergie. Les deux s'emboîtent parfaitement. Le 3.2 qui va être les forces sur les conduites, donc lui qui va faire plutôt appel au vecteur, bah, on verra ça la semaine prochaine. Donc vous aurez une deuxième vidéo la semaine prochaine qui sera le 3.2 qui portera toujours sur cette présentation-là. Et puis c'est là que vous aurez à faire une approche par problème. Donc je vous la donnerai la semaine prochaine. Et finalement, bah, vous aurez, dans la semaine du 4 au 8 mai, vous aurez un examen sur ce module-là. Donc c'est un module qui est franchement pas si difficile que ça, surtout du point de vue de l'énergie. Les forces, c'est un petit peu plus compliqué. On verra ça la semaine prochaine. Et vous allez voir que le module 4, s'il est déjà fait en fait. Le module 4, ça va être juste un peu de la révision sur la conservation de l'énergie, puis un peu revoir tout ce qu'on a fait au début de la session. Donc vous voyez, on est très très bien. Donc on va y aller. Module 3, on va étudier la force dans les réduits, la force dans les conduites. Donc vous pouvez regarder cette photo là. C'est un système de distribution de chaleur à eau. Donc, soit vous avez un système à eau, vous avez aussi un système de ventilation à air et vous avez des tuyaux. Et dans ces tuyaux, bah, on a des changements de direction qui sont effectués. Et souvent, la question qu'on se pose, bah, c'est je veux avoir telle chaleur, je veux avoir telle force, telle pression à tel endroit, etc. Puis on se pose la question, bah, quelle est l'énergie de la pompe que je dois mettre? Voilà, c'est surtout ça qu'on va aller faire dans ce module-là. Donc ça, c'est vraiment un intérêt primordial pour vous et c'est des calculs qui finalement sont relativement simples. Bon, si on s'intéresse à notre système de distribution, donc si on regarde un peu, bah, finalement, on peut faire un parallèle avec ce qu'on a déjà fait en électricité. La notion de débit, c'est la même chose qu'un courant électrique. Quand on parle d'un débit d'eau, qu'on parle d'un débit d'électrons, c'est analogue. Donc bah, finalement, on peut se rappeler certaines choses. Qu'arrive-t-il au courant dans un circuit en série? Bah, le courant, il reste constant en série. Qu'arrive-t-il au courant dans un circuit en parallèle? Le courant se divise. Bon, bah là, ça va être la même chose. Dans des conduites, on va voir que le débit va rester constant en série et il va se diviser en parallèle. Écrivez l'expression correspondant à la masse volumique, au débit et à la vitesse d'un fluide. Alors, en fait, cette expression, la voici. Le débit, vous avez deux possibilités pour le calculer. Première possibilité, c'est le volume divisé par le temps. Et deuxième possibilité, c'est l'aire de votre section multiplié par la vitesse. Donc voilà, c'est cette possibilité-là. Donc quand on vous demande le débit de quelque chose, bah, vous faites volume divisé par le temps ou l'aire multiplié par la vitesse. C'est aussi simple que ça.
Identifier sur la figure un réduit qui permet un changement de dimension sans affecter la direction. J'ai regardé la figure, c'est un petit peu mal, on peut mal le voir. On le voit pas du tout, même sur la figure, mais en fait, si on regarde nos réduits, qu'est-ce qu'on a? Bah, on peut avoir dans nos conduites, on a ceci, on a des cônes convergents ou divergents, ça dépend du sens qu'on le met, et bah ça fait changer finalement notre vitesse, parce que la section diminue. Le débit reste le même, mais la vitesse diminue. Ça sert à augmenter ou diminuer la vitesse. Mais on ne change pas la direction. Identifier un réduit qui permet de générer des branches en parallèle, bah, c'est tout ce qui est tout ce que vous avez en T là. Hop, un petit branchement en T, bah, ça fait des choses qui vont partir en parallèle. Ou vous pouvez avoir quelque chose qui est comme ceci. Voilà. On fait du parallèle et identifier un réduit qui permet de changer de direction seulement. Bon, bah là c'est les coudes. Tout ce qui est coude. Donc vous pouvez avoir un coude horizontal, vous pouvez avoir un coude vertical. Pour nous, ça ne va pas changer grand-chose parce que finalement, comme on va négliger en grande partie la force de gravité par rapport aux forces de pression, bah, que ça soit horizontal ou vertical, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, quand on va quand même tenir compte de la hauteur, je vais vous revenir là-dessus un petit peu plus tard. Ok, donc on se rappelle, bah, c'est quoi un débit? Donc on a vu les deux formules importantes pour savoir calculer un débit. Donc ça, on sait bien le faire. Et maintenant, bah, voilà l'exemple. Vous avez une conduite 1, vous avez une conduite 2. Vous avez ici un cône qui est divergent. Là, c'est deux conduites qui sont horizontales. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, le débit dans la conduite 1 est égal au débit dans la conduite 2. Et qu'est-ce qu'on comprend? Bah, on comprend que pour garder le même débit dans la conduite 2, la vitesse doit être accélérée parce que la section est plus petite. Donc c'est ça qu'on a à retenir pour les conduites en série. Pour les conduites en parallèle, les rapports en T ou en Y, là par contre, le débit total, qu'est-ce qui va se passer? Bah, le débit va se diviser. Donc vous avez un débit au départ qui va aller en partie dans un tuyau, en partie dans un autre tuyau, et même dans un troisième tuyau. Donc voilà, donc ça c'est à retenir. Donc les raccords en T que vous utilisez, bah, vous avez votre débit total qui arrive ici et il va aller se diviser comme ceci. Q total égale Q1 plus Q2, etc. Très facile à comprendre, c'est comme une autoroute. Vous avez une autoroute, vous avez des sorties. Si vous avez 10 voitures, qu'il y a une voiture qui prend une sortie, puis 9 autres qui prennent la deuxième sortie, bah, vous retrouvez 1 plus 9, vous avez vos 10 voitures. C'est exactement ça qu'il faut comprendre. Donc cette partie de conservation sur le début n'était vraiment pas très difficile à comprendre. C'est exactement comme le courant électrique. Le courant électrique, il reste en série, il reste constant. Puis quand vous avez des branches en parallèle, votre courant électrique se divise. C'est la même chose. Bon, conservation de la hauteur de charge. Alors la hauteur de charge, ça c'est quelque chose qu'il faut aller voir. Donc on va regarder les définitions. Bon, il y a quelques définitions à connaître. La pression. Une pression, ce n'est pas une force. Une pression, c'est une force par unité de surface. Elle se mesure en pascal. Donc déjà, c'est un scalaire. On ne vous donne pas forcément la direction de la pression. Et après, il y a une confusion. On parle de force de pression. Et la force de pression, là, on donne une direction. Ça va être quoi? Ça va être la pression multipliée par la section, la surface. Et la surface, on lui donne une direction. Donc ne confondez pas pression et force de pression. Par contre, dans le vocabulaire de la vie de tous les jours, on vous dira, bon, bah, vous avez une pression ici, puis vous pouvez comprendre, bah, c'est la force de pression. Et quand vous demande la pression, c'est la force par unité de surface, donc c'est vraiment force divisée par la section. La hauteur de charge. Alors la hauteur de charge, ça c'est quelque chose que en fait qu'on va beaucoup utiliser dans les fluides.
Au lieu de parler d'énergie, parce que des fois l'énergie est c'est un petit peu plus embêtant de l'utiliser, on va parler de hauteur de charge. Donc, si on vous le lit, terme utilisé pour évaluer la quantité d'énergie d'un fluide circulant dans une conduite. Elle s'évalue en mètres et correspond à la hauteur maximale que le fluide atteindrait si toute son énergie se transformait en énergie potentielle. Elle se définit comme l'énergie poids ou comme la pression divisée par masse volumique fois G. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que énergie initiale plus le travail est égal à l'énergie finale. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est la conservation de l'énergie. Si vous avez de l'énergie potentielle, MGH, que vous divisez par mg, donc si vous faites l'énergie divisée par le poids, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne une hauteur. Donc si vous divisez tout par mg, donc on a le droit de tout diviser par mg, finalement, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir une hauteur initiale. Ça, c'est ce qu'on appelle la hauteur de charge. Et c'est la hauteur maximum que vous auriez avec cette énergie-là, si toute votre énergie était de l'énergie potentielle. Le travail, ça va être les pertes et les gains de charge. Donc, ça va être l'équivalent aussi d'une hauteur. Donc, on va appeler ça H pour la pompe. Donc, ça va être du gain. HF, ça va être de la perte, donc gain de charge, perte de charge, et ça va être égal à la hauteur de charge finale. Voilà. Donc finalement, la hauteur de charge, la perte et gain de charge, c'est l'énergie divisée par mg. C'est tout. Et bon, la puissance, on l'a déjà vu, c'est l'énergie divisée par le temps. On va voir ça un petit peu plus en détail, mais tout ce que vous avez à retenir, c'est cette formule-là, en fait. Alors, là, c'est démonstration. On va juste, c'est pour comprendre, et c'est la formule finale qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un fluide ici. Donc, notre fluide, notre système initial, il est vraiment tout là. Ça, c'est notre quantité d'eau. Notre quantité d'eau, elle va se déplacer. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Elle subit une force de pression et elle se déplace. Et voilà, elle s'est déplacée. Elle est rendue, toute notre quantité d'eau est rendue là. Et maintenant, donc là, on avait une force de pression 1 et là, on a une force de pression 2. Bon. Voilà. Donc, initialement, finale. Donc ici, on va regarder la position initiale. Là, on va regarder la position finale. Donc, voyons voir. On identifie, donc, quand on veut faire de la recherche sur l'énergie, on suit une méthode de résolution. Donc, on y va. On identifie les variables du mouvement initialement et final. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la position. Donc, la position initiale, 0. La position finale, ça sera la hauteur finale. Et on a besoin de la vitesse. Donc, pour avoir les vitesses initiales V1, ça sera Q divisé par A1. Et pour la vitesse V2, ça sera Q divisé par A2. Maintenant, on calcule le travail qui est effectué par les forces de pression. On ne tient pas compte du poids parce que c'est vraiment limite, c'est négligeable et on ne tiendra pas compte des ressorts. Donc la seule force qui va travailler ici, c'est la force de pression 1, une force qui va pousser vers la droite, et la force de pression 2, une force qui va pousser vers la gauche. Donc c'est pour ça, la pression 1 va donner de l'énergie, la pression 2 va enlever de l'énergie à votre énergie initiale. Donc si on fait le calcul, le travail, c'est force fois le déplacement. La force, c'est la pression fois la section. Ça, c'est la force de pression. Et le déplacement, c'est la vitesse 1 fois le temps. Même chose. Donc ça, c'est en amont, initialement. Au final, la force, pression 2 fois A2. Et le déplacement, c'est la vitesse 2 fois le temps. Or, on sait quoi? On sait que A1, V1 et A2, V2, c'est la même chose, c'est le débit qui reste constant. Donc, on peut trouver, le travail, c'est P1, Q de T moins P2, Q de T. Q de T, P1 moins P2. Et le débit fois le temps, c'est quoi? C'est le volume. Donc, c'est volume P1 moins P2. La force motrice, travail de la pompe, et la force dissipative, frottement ou turbine, donc moins WF. On utilise le principe de conservation de l'énergie, donc EI
plus le travail des forces extérieures est égal à EF. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme travail? On a l'énergie cinétique de l'eau. On a quoi comme énergie? Initialement, on a l'énergie cinétique de l'eau. On a l'énergie potentielle de gravité. Même chose de l'autre côté, on a l'énergie cinétique de l'eau, on a l'énergie potentielle de gravité. Et quel travail on a? On a le travail ici des forces de pression et on a le travail de la pompe et le travail des forces de frottement. Si on divise tout par mg, donc on va tout diviser par mg, qu'est-ce qu'on obtient? Bah, l'énergie cinétique devient 1 demi V1 carré divisé par G. MGH devient MGH1 devient H1. Pour la pression, ça va donner ρg, on a juste remplacé. Le travail de la pompe devient la hauteur de la pompe, le travail du frottement devient moins le travail du frottement, et de l'autre côté, on a le même raisonnement. Et voilà, on arrive à la formule que vous avez à retenir. C'est vraiment celle-ci. Ce qu'on appelle la hauteur de charge initiale, c'est ceci. Donc, au point initial, on a une vitesse de l'eau, on a une hauteur et on a une pression. Donc, on définit l'énergie initiale comme dépendant de la vitesse, énergie cinétique, de la hauteur, énergie potentielle de gravité, et de la pression, ce qu'on appelle l'énergie hydraulique. Ça, c'est l'énergie initiale. Quand on a divisé le tout par mg, notre énergie initiale devient ce qu'on appelle la hauteur de charge initiale. Et c'est bien en mètres. On fait des joules divisé par des kilogrammes fois une accélération, ça donne des mètres. Le travail de la pompe qu'on a divisé par mg, c'est ce qu'on va appeler le gain de charge. C'est l'énergie que va fournir la pompe, mais en termes de hauteur. Donc, exemple, si on a une pompe de 1500 watts, pendant une durée T, cette pompe, elle va pouvoir nous fournir finalement une hauteur supplémentaire de 3 à 4 mètres. Même chose, les pertes de charge, on a des frottements, etc. Ça nous enlève un petit peu de hauteur qu'on pourrait atteindre. Et finalement, on a une hauteur de charge finale qui représente la même chose. C'est comme l'énergie finale divisée par mg. Il y a une partie cinétique, une partie de potentiel de gravité et une partie hydraulique. C'est vraiment ça que vous allez utiliser. Bon, ce qu'il faut retenir là-dedans, très souvent, les vitesses V1, V2 vont être les mêmes. Oh, excusez-moi, il y a une petite faute. Je n'avais pas vu, donc ici, c'est V2 carré divisé par G, bien sûr. C'est un petit problème d'écriture. Il y a une toute petite faute. Bon, on la corrige. Il vous manque une formule là-dedans, c'est la puissance de la pompe. Comment, à partir du gain de charge, donc de la hauteur de pompe qu'on obtient, on peut retrouver la puissance de la pompe? Regardez, on peut juste réfléchir et puis leur démontrer ensemble. Comment je voulais vous le redémontrer? Oui. La puissance de la pompe. C'est quoi? C'est l'énergie. Donc l'énergie, c'est M, G fois la hauteur de pompe. Ah oui, parce qu'on a défini comme ça le travail de la pompe. Le gain de charge, on l'a défini comme étant le travail de la pompe divisé par mg. Donc si on multiplie le gain de charge par mg, on retrouve l'énergie de la pompe et on divise par le temps. Donc c'est une énergie divisée par le temps, une puissance. Bon, qu'est-ce qu'on obtient? La masse, c'est la masse volumique, fois le volume, divisé par le temps, fois G, fois la hauteur de pompe. C'est terminé. Masse volumique, le volume divisé par le temps, c'est ce qu'on appelle le débit, G, fois la hauteur de pompe. Si vous connaissez la hauteur de pompe, vous êtes capable de trouver la puissance de la pompe que vous devez utiliser. Vous multipliez par la
masse volumique du fluide que vous utilisez, fois son débit, fois la valeur de G, fois la hauteur de pompe. C'est une formule qui manquait, donc on vient de la remettre. Donc voilà. Donc comment on résout un problème de hauteur de charge? Première chose, identifier les variables du mouvement à chaque point. C'est-à-dire, déjà on se place un y égale 0, le point le plus bas. On détermine les vitesses et les positions. Et après, ça serait pas mal d'aller connaître le débit. Déterminer le débit, en connaissant le débit, ça nous permet de trouver la vitesse. Donc on va trouver la position et la vitesse, et pour trouver la vitesse, on va utiliser le débit. Voilà, c'est ça qu'on a besoin pour chaque point, initialement et au final. Ensuite, on va identifier les pertes de gain et de charge. Bon, la perte de charge, souvent, elle vous sera donnée sous la forme X mètres à chaque 100 mètres de conduite. Donc, si on vous dit que vous avez une perte de 0,2 mètres tous les 400 mètres, tous les 100 mètres et vous avez 400 mètres, vous faites 0,2 fois 4 et vous trouvez que vous avez une perte de 0,8. Et souvent, la gain de charge de la pompe, c'est ce qu'on veut chercher. Et enfin, on utilise le principe de conservation de la hauteur de charge. Donc, c'est ce qu'on vient de poser, la hauteur de charge initiale plus la hauteur de pompe moins la hauteur du haut frottement est égale à la hauteur de charge finale. Souvent, les vitesses peuvent être les mêmes, les positions initiales finales peuvent être les mêmes, les pressions initiales et finales sont identiques, donc on peut aller un petit peu plus rapidement, et c'est ce qu'on va faire dans les exercices. On va illustrer avec des exercices que des fois on peut aller un petit peu plus vite que utiliser toute l'équation. Donc allons-y. C'est ça que vous aurez à l'examen. C'est ces questions-là que vous avez à l'examen. On vous dit, un tuyau de 50 cm de diamètre transporte de l'essence de masse volumique 680 kg par mètre cube à une vitesse de 2,5 m par seconde. La pression initiale est de 300 kPa et le fluide descend à un dénivelé de 4 mètres. Donc si on se fait un petit dessin, on a ceci, on a une conduite, et ici on descend de 4 mètres. Voilà. Bon. Première question, calculer le débit dans le tuyau. Ça, c'est relativement simple. Pour calculer le débit, on a deux formules. On a volume divisé par le temps, ou tout simplement, c'est ce qu'on va utiliser le plus, l'aire de la section fois la vitesse. Donc là, on a tout. L'aire de la section, si on ne vous précise pas, vous considérez que c'est un cylindre. Donc, on va y aller, l'aire de la section, ça va être un cercle. 0,5 m de diamètre, donc 0,25 au carré, ça c'est le rayon, qu'on multiplie par la vitesse de 2,5. Et donc le débit va rester le même et ça nous donne un débit de 0,49 mètres cubes par seconde. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a un conduit qui est en série, il n'y a pas de changement de dimension, la vitesse initiale va être égale à la vitesse finale. Donc déjà, vous voyez qu'on va très vite se simplifier le problème. Calculer la pression en bas du dénivelé. Et bien voilà. Pour calculer la pression, on doit utiliser cette formule-là. V1 carré sur 2G plus Y1 plus P1 au G, donc la hauteur de charge initiale, plus, donc ici, on ne nous précise pas, on n'a pas de pompe, on n'a pas non plus de frottement, donc on va juste se marquer ça, HP, le gain de charge, les pertes de charge, et ça est égal à finalement, donc là je marque juste la formule totale, puis on va aller l'appliquer très rapidement. Ok, donc allons-y pour le petit b. Vous voyez déjà que V1 est égal à V2. Donc,
Pas besoin de les rentrer dans vos calculs. Ils vont s'annuler à gauche comme à droite. Vous pouvez vous simplifier la situation. Y1, ça vaut 4 mètres. P1, c'est 340 000 divisé par la masse volumique 680 fois 9,8. Pas de hauteur, pas de gain de charge, pas de perte de charge pour la question B. Donc, égal. V2, c'est pareil que V1, on n'a pas besoin de le marquer. Donc 0 pour Y2 plus P2, c'est ce qu'on cherche, divisé par 680 fois 9,8. Donc vous avez tout simplement à faire 4 fois 680 fois 9,8. Donc 4 fois 680 fois 9,8, ça donne 26 656 que vous accumulez avec 340 000 et ça vous donne une pression P2 de 366 656 000. Donc la pression P2, si on arrondit, ça vaut 367 kilopascal. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a une perte de charge de 0,5 dans le petit c. Le 0,5, on l'enlève où? On l'enlève à 4 mètres. On fait 4 moins HF. Donc ça fait 4 moins 0,5. Ça va donner 3,5. D'où 3,5 fois 680 fois 9,8, ça donne 23 354 plus 340 000. Et cette fois, on a une pression P2 qui a légèrement diminué. On trouve de 363 324, donc ça nous fait 363 kilopascal. Ce qui est tout à fait logique, vu qu'on a des pertes, la pression a légèrement diminué. Et c'est tout. C'est vraiment ça que vous avez à comprendre. On fait un dernier exercice. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Un circuit de pompage débit, donc on vous donne le débit, l'eau est initialement en repos et pompée à 6 mètres au-dessus du plan d'eau. D'accord, la conduite a un diamètre de 160 et la pression correspond à la pression atmosphérique au début et à la fin du pompage. Donc si on se fait un petit schéma, vous avez ici votre plan d'eau, vous avez votre conduite, puis vous allez mettre ici dans votre château d'eau ou dans ce que vous voulez, et vous avez 6 mètres de hauteur. Bon. Calculez la hauteur de charge due à la pompe. Alors, écrivons encore notre formule. V1 carré égale divisé par ρg plus Y1 plus P1 divisé par... Là, j'ai une petite hésitation. Ah, c'est 2G ici. C'est 2G. Donc, 2G et là, c'est rouge. Plus la hauteur de pompe, moins la hauteur, la perte de charge, égale V2 carré sur 2G plus Y2 plus P2 sur OG. Voilà. Alors, puis là, on peut simplifier. Même diamètre, même débit, même vitesse. Même pression à l'entrée. Puis pas de perte. Y1 plus la hauteur de la pompe va être égale à Y2. Donc la hauteur de la pompe vaut 6 mètres. C'est tout. La hauteur de charge due à la pompe est de 6 mètres, parce qu'elle monte de 6 mètres. Donc vous voyez, c'est facile. Même vitesse, même pression, hop, on monte de 6 mètres. La hauteur de la pompe, elle doit faire monter de 6 mètres. Maintenant, pour trouver la puissance de la pompe, la puissance de la pompe, c'est quoi? C'est la masse volumique fois G
fois le débit fois la hauteur de la pompe. Ça, c'est la puissance de la pompe. La masse volumique, c'est de l'eau, donc ça vaut 1000. G, c'est 9,8. Le débit, on vous le donne 0,024. Et vous multipliez par 6. Et vous trouvez une puissance de 1411 watts. Et à l'examen, vous pouvez faire comme ça, aussi rapidement. Calculer la puissance de la pompe en considérant une perte de charge de 0,3. Alors, comment ne pas refaire le calcul trop? Si on a une perte de charge de 0,3 pour monter à 6 mètres, ça va être, ici on aura à côté de Y1, on aura moins 0,3. Donc la hauteur de la pompe, ça est égal à 6,3. Donc le calcul pour la puissance, ça sera 1000 fois 9,8 fois 0,024. Et au lieu de multiplier par 6, on va multiplier par 6,3. On a une pompe qui doit être plus puissante, c'est normal parce qu'on a des pertes. Donc ça donne 1480 watts. Et ce qui pourrait même intéressant, ça serait d'aller calculer c'est quoi le rendement. Donc ça serait pas mal intéressant. Ah tiens, on va le faire. 1411 divisé par 1480, on a un rendement de 95%. 95% de l'énergie est utilisée pour faire monter l'eau. 5% part dans la perte de charge. C'est ce qui termine le cours pour cette semaine.